Bon, bah, du coup, on va commencer et puis on va mettre nos caméras quand même. Bonjour. Bon, pour l'instant, on n'est pas beaucoup, mais si d'autres personnes nous rejoignent durant le webinaire, bon, on recommencera. Et puis, on va vous faire un peu un exposé général de la majeure. Bonjour. Euh, Bonjour. voilà, on va un peu se présenter. Et gouvernance des territoires urbains et Méline et moi. Méline, je sais pas si tu veux prendre la parole. Bah, vas-y, commence. Alors, bon, on va commencer un peu par nos parcours. Moi, je suis rentré directement à Sciences Po Lille après le lycée. J'ai fait partie de la filière franco-britannique qui malheureusement n'existe plus. Mais du coup, j'ai fait 2 ans en Angleterre et je me suis retrouvé du coup en cycle master au sein de GTU, donc Gouvernance des territoires urbains. C'est vraiment en fait quelque chose qui m'intéressait quand même pas mal parce que au premier abord, GTU est assez méconnu. On peut souvent croire que c'est un master qui se retrouve uniquement autour de l'urbanisme, alors que pas du tout. Ça en fait un peu partie, mais voilà, ce qui m'intéressait en fait, c'était les politiques publiques au niveau local. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers ce master et aussi parce que c'est un master qui est très professionnalisant et il y a plein de choses à faire. Ok. Donc moi c'est Méline Gautron. Moi je suis pas rentrée, enfin je suis rentrée direct du coup. J'ai fait ma licence à SAS, une licence de sciences politiques sur 3 ans. Et après du coup je suis rentrée en master à Sciences Po Lille. Moi ce qui m'intéressait dans le master c'était, en fait j'avais regardé la maquette et les cours me paraissaient plutôt être centrés sur tout ce qui était collectivité locale, tout ce qui était mairie, région, etc. Et moi, ça m'intéressait vraiment dans le sens où je suis plutôt profil AP, plutôt profil quand même relativement politique. J'ai fait de nombreux stages dont je vous parlerai après si vous voulez. Et du coup, moi, je retrouvais un peu cette compréhension à la fois de la politique nationale et à la fois de la politique locale. Et pour moi, à l'heure actuelle, les enjeux, ils sont vraiment centré sur le niveau local. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce master qui me permet de mieux comprendre un peu tout ce qui est politique et institution. Alors du coup, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas. Ou alors sinon, on peut aussi vous faire un peu une présentation générale de la majeure. Vous avez aussi normalement facilement accès au site du coup de la majeure. Vous avez un peu tout le détail des cours qui peuvent être donnés. Mais si vous avez des questions en particulier sur la manière dont sont dispensés les cours, comment ça se passe au sein de la majeure, ou alors même des questions un peu plus précises sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Bah, peut-être vous avez donné un peu votre expérience, mais est-ce que vous aviez fait des stages en particulier auparavant? Et puis bah moi je suis en filière espagnole, donc perso je serai pas là en quatrième année, donc est-ce que ça me désavantagera de venir qu'en cinquième année, d'autant plus qu'en cinquième année on est en alternance? Je sais pas, peut-être que Philippe est plus apte à répondre que moi, mais juste pour te donner un exemple, on a actuellement une personne qui est allemande au sein du master, et en fait, il y a un échange qui se passe entre elle et un autre étudiant du master. Donc, voilà, la cinquième année, elle est certes en alternance, mais si tu as déjà des bases dans les matières qu'on va étudier, je pense que ça posera pas réellement de problème. Après, c'est vrai que je veux pas trop m'avancer. Je pense que tu devrais peut-être en parler aussi plus spécifiquement à Monsieur Benchendi, qui est le responsable du master, qui lui pourra te répondre, puisque in fine, c'est lui qui va décider. Donc, comme ça, au moins, tu pourras savoir si s'il y aura pas réellement de problème ou d'encombre à ce que tu postules pour le master. Mais de mon point de vue, je ne pense pas. Comme l'a dit Méline, là, on a en fait un étudiant qui va venir nous rejoindre en 5A, mais qui pour l'instant en 4A est en Allemagne, du coup. Pour la FIFE, je sais pas exactement comment ça se passe par rapport à ça. Je pense quand même que du coup, en 4A, il y aura des cours un peu spécifiques au niveau local, même si tu seras en Espagne. Bon, après, comme l'a dit Méline, plutôt voir ça avec Monsieur Benchendik. Mais je pense pas que ce soit un gros problème en sachant que
La 5K, de toute façon, c'est vraiment de l'alternance pas pure, parce qu'on a quand même encore des cours, mais c'est vraiment le moment où en fait, on va professionnaliser. Et même si la 4A, en fait, est importante, parce qu'on a quand même beaucoup de matières qui nous préparent un peu à ça, ça va pas non plus être, comment dire, une rupture totale, parce que Sciences Po nous accompagne quand même beaucoup dans la recherche d'alternance et aussi dans la manière dont on s'insère dans ces alternances. Et il va y avoir beaucoup justement de personnes de GTU en 5e année qui vont en fait faire des propositions aux élèves de 4A de par en fait l'endroit où ils travaillent. Par exemple, on a quelqu'un de chez KPMG qui a proposé à des élèves nous de 4A en GTU de prendre en fait voilà deux d'entre nous pour aller travailler chez KPMG l'année d'après. Donc normalement l'insertion se fait assez facilement même si on n'est pas forcément présent en physique. Donc voilà, mais c'est vrai que pour ce genre de choses, il faudrait peut-être voir ça avec Benchenic parce que c'est des dispositions qui sont assez spécifiques. Donc voilà. Mais en tout cas, Monsieur Benchenik est très réactif par rapport à ça. Vous pouvez lui poser beaucoup de questions par mail, enfin même lui demander de prendre un rendez-vous. Il essaiera toujours de mettre en fait un créneau, de vous réserver un créneau. Donc c'est vraiment quelqu'un de très accessible, donc n'hésitez pas. Et quant D'autres à la questions? recherche, ah oui, excuse-moi. Et quant à la recherche de l'alternance, par exemple, bah, je serai encore en Espagne en 4e année. J'imagine qu'il vous aide bien, il vous épaule, mais de l'Espagne, ça va pas être un frein, on va dire. Je pourrais pas aller voir directement l'entreprise ou les collectivités locales pour faire ma candidature. Tout devra se passer en distanciel. Alors, c'est vrai que le fait de pas forcément être présent en physique, ça peut paraître un peu comme un désavantage. Après, nous, en fait, la majeure partie des offres qu'on va normalement recevoir, ça se fait en fait durant le mois de février et aussi début de mars, majoritairement en ligne. En fait, c'est mis sur la plateforme Alumni Job List de Sciences Po. Et en gros, les différentes entreprises ou alors institutions publiques vont mettre en fait ces offres en ligne et ensuite on va pouvoir déposer nos CV et nos lettres de motivation sur cette plateforme. Donc ça se fait plutôt du côté dématérialisé. Après, c'est sûr que si jamais on veut un peu faire une candidature spontanée, bah, c'est bien aussi d'être présent en physique. Mais pourtant, c'est pas un désavantage plus que ça, parce que vraiment, c'est assez dématérialisé de nos jours. Même par rapport à un rendez-vous, je pense que ça dérange pas forcément les recruteurs de faire ça en visio. Tout dépend en fait un peu de la boîte ou alors de l'institution publique vers laquelle on va se tourner. Mais par contre, on est quand même très bien accompagné et vraiment, si jamais il y a quoi que ce soit comme problème, on peut demander soit à Monsieur Bachenik, soit au responsable de l'insertion professionnelle, Monsieur Johan Pazouzac. Et voilà. Par rapport à ça, je pense pas que ce soit un point négatif ou alors quelque chose qui va vraiment comment dire, t'empêcher en fait de réaliser ça. Oui, ben, je suis d'accord. En fait, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que l'accompagnement, il est vraiment très personnalisé. C'est-à-dire que s'il y a une question, et nous, on a eu, enfin, en tant qu'ambassadeur, par exemple, on a des questions, autant Monsieur Benchenzi que Monsieur Paluzézac, ils sont littéralement vraiment très, très réactifs. Donc, sur ce point-là, il n'y aura pas de souci. Ils t'accompagnent vraiment au niveau des candidatures. En fait, oui, ce que disait Philippe, c'est que les candidatures sont répertoriées sur le site de Sciences Po. Et en fait, hormis les entretiens pour les alternances, et je pense que tu peux les faire aussi à distance si l'organisme l'accepte, il y aura pas réellement de soucis selon moi. Après, enfin, je pense que là, enfin, oui, il y a pas de souci. Tu vas pouvoir postuler et ce sera en fonction de l'organisme s'il accepte ou pas de faire une visioconférence. Et ça, tu pourras voir aussi avec M. Benchendik si il peut aussi plaider en ta faveur pour avoir une visioconférence parce que ton cas est un peu particulier. Ouais, donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on fasse une présentation. Oui, Romane, vas-y. Bah justement, j'allais dire si vous pouvez présenter un peu, même au niveau de l'emploi du temps, comment ça se met en place et bah, par exemple donner des exemples de cours que vous avez bien aimés ou quoi, ça peut être intéressant. Ok. Bah, au niveau de l'emploi du temps, alors je sais pas si mon avis va être très réel, mais en fait moi j'ai fait du coup une licence avant et mon emploi du temps était vraiment très chargé pour le coup. J'avais beaucoup de cours toute la semaine, tout le temps.
Et quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai trouvé que l'emploi du temps était, enfin, laissait quand même beaucoup de temps pour soi, en tout cas dans le master GTU. Les cours sont assez bien répartis, franchement. On n'a pas eu de cours réellement très tôt tout le temps ou de cours qui se finissaient très tard. Hormis là, bon, ce semestre, on a un cours de coaching à l'alternance qui est d'ailleurs très intéressant. Hier, on a par exemple fait un atelier CV, qu'est-ce qu'on doit retrouver sur des CV, qu'est-ce que on ne doit pas retrouver sur des CV, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, etc. Donc ça, c'était peut-être pour Mathis pour la recherche d'alternance. Donc là-dessus, il y a des cours qui peuvent t'aider. Et si jamais tu peux demander aussi à l'intervenante qui est très gentille, qui pourra t'aiguiller sur ce point-là, ou même aux camarades de promotion. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé, là on va peut-être plutôt parler pour le premier semestre, mais j'ai beaucoup aimé les cours de finances publiques dispensés par Monsieur Baudu, parce que j'ai trouvé que c'était l'un des cours les plus pointus, parce que les finances publiques, c'est bah, déjà c'est un sujet d'actualité, et ensuite ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne à la fois le vote au Parlement, comment fonctionne les finances publiques, l'attribution des budgets, etc. Et même au niveau des collectivités territoriales, on sait que c'est un grand sujet de discorde actuellement. Après, ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est un cours qui est dispensé par un nouvel intervenant, pardon, qui s'appelle Marc Dumont et qui est centré sur les politiques publiques des villes. Et du coup, on étudie l'aménagement urbain, les nouveaux projets, comment est-ce que se construisent les villes. Cours qui est d'ailleurs prolongé actuellement avec Monsieur Dariula, qui nous apprend l'histoire des villes à partir du Moyen Âge. Et je trouve ça vraiment passionnant. Et aussi, moi, j'aime beaucoup le droit. Donc, j'avoue que les cours de droit des contrats et droit des collectivités décentralisées qu'on a actuellement avec Monsieur Benchenzik me passionnent vraiment. Après, si vous n'avez pas forcément des bases en droit, vraiment, c'est pas grave parce que ils sont vraiment à l'écoute, ils répondent à toutes vos questions. Et dans la classe, pour le coup, il y a quand même une très bonne entente. Donc, on s'aide beaucoup sur la compréhension. Si jamais quelqu'un n'a pas compris, on lui explique. Si jamais quelqu'un n'était pas en cours, on lui donne les cours, etc. Donc, ça, c'était pour ma part et mon impression sur l'emploi du temps et les cours. Vas-y, Philippe. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi, Méline. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est le fait que, voilà, on vous donne en fait un emploi du temps assez balancé. Vous allez avoir entre 15 et 20 heures de cours par semaine, en sachant que ça se rapproche plutôt des, allez, 16-17 heures par semaine et encore. En fait, si vous savez bien vous organiser et vous y prendre à l'avance, le travail va pas vous tomber dessus. Il y a en effet une dose assez importante de travail réalisé, mais si on gère bien, normalement, en fait, ça se passe assez tranquillement, c'est assez fluide. Par rapport aux matières, je rejoins tout à fait Méline sur les matières qu'elle a choisies. Mais je trouve même en fait que ce qui est assez sympathique en GTU, c'est qu'en effet, on est spécialisé sur le niveau local. Donc, du coup, vous allez avoir des matières qui vont plutôt être tournées vers ça, notamment au second semestre de votre 4A. Par exemple, économie des territoires. On va vraiment se centrer sur la manière dont les territoires se développent économiquement, voire même leur histoire, entre guillemets, économique. Et ce que j'avais surtout bien aimé aussi, c'est que, voilà, premier semestre, on avait eu EU Law, donc droit européen en anglais. Ça, c'est aussi, ça vous permet en fait de un peu toucher à tout. Même si vous êtes centré sur le niveau local, vous allez quand même avoir des matières qui vont vous permettre ensuite d'avoir un très large panel, entre guillemets, de connaissances. Par exemple, quand vous serez donc en 5K, normalement, ce sera donc 3 semaines d'alternance et une semaine de cours. Et durant votre semaine de cours, ce que vous allez avoir, en fait, c'est par exemple les politiques européennes ou l'Union européenne et ses territoires. Vous allez aussi avoir enjeux et politiques de santé, économie sociale et solidaire. Enfin, voilà, c'est quand même assez large. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, en plus de ces matières, vous avez quand même une approche, voilà, assez pas que centrée sur les territoires, mais même national ou international. Vous avez aussi à côté, du coup, des cours beaucoup plus spécifiques. Et je trouve en fait que c'est vraiment un très bon cycle d'apprentissage. Même le fait qu'on ait des matières comme préparation à l'apprentissage où vous allez rencontrer en fait des acteurs, soit qui vont venir sur Sciences Po pour vous parler un peu de leur métier. Alors c'est souvent des alumni. On avait une personne par exemple qui travaillait un peu sur la modélisation des gares, notamment à Paris, gare Montparnasse, etc. Comment rénover ces gares.
mais vous allez aussi en fait aller rencontrer des acteurs en dehors de Sciences Po. Donc vous allez bouger. Vous allez sûrement aller voir le CEREMA, on allait voir l'agence d'urbanisme de Lille et d'autres acteurs en fait en dehors de l'école. Et si je devais un peu résumer GTU et ses matières, c'est vraiment un master où en gros on va plus faire du concret que du théorique. Vous allez avoir de la théorie, bien évidemment, mais il va aussi y avoir pas mal de concret. Et ça, c'est quand même assez sympathique. On n'a pas l'impression de se perdre, en fait, dans des notions assez floues. Voilà, je sais pas si Méline, tu es d'accord. Oui, du coup, je veux rajouter deux choses. Moi, l'un des cours que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est art oratoire. En fait, on a des cours d'éloquence qui sont dispensés par une intervenante qui est avocate en droit public. Et en fait, on va avoir des sujets qu'elle va nous donner. Des fois, ça peut être des sujets plutôt centrés sur l'actualité, des fois des sujets plutôt devrait-on avoir le droit de faire la sieste au travail? Enfin, vraiment, c'est des sujets qui vous poussent à la réflexion, qui vous poussent à l'argumentation et aussi qui vous aident à mieux vous exprimer et à consolider votre argumentation. Aussi, concernant le concret, nous, ce qu'on a beaucoup de chance parce que on est le seul master, je crois, à avoir un voyage d'études dont on revient tout juste d'ailleurs. Et en fait, pendant ce voyage d'études, c'est une semaine où on va organiser en fait des entretiens avec des habitants, avec des acteurs divers. Nous, cette année, le thème qui a été choisi par nous parmi ceux qu'on avait proposés, on avait fait des présentations pour convaincre les gens de la classe que notre projet était le meilleur. Mais le thème qui a été retenu, c'est les stations de ski en reconversion. Donc, on s'est rendu à Champs-Rouge, une petite station de ski près de Grenoble, et on était tous ensemble, accompagnés par Monsieur Benchendik pendant une semaine en voyage d'études, où on a mené des entretiens pour savoir en fait quelle était la politique de la mairie concernant l'évolution de la station, qui est censée être une station 4 saisons, donc une station pendant une station qui propose des activités pendant les 4 saisons. Et ça dans un contexte où il y a beaucoup moins de neige, où il y a le réchauffement climatique, où il va falloir diversifier ses activités, où la commune a un revenu qui est principalement basé sur les activités de ski. Et donc, à la fois, c'est quand même très sympa d'avoir un voyage d'études où on est tous ensemble, on passe de très bons moments, etc. Et à la fois, c'est vraiment intéressant. Et moi, ça m'a aussi conforté dans mon choix vraiment d'avoir choisi ce master parce qu'on voit vraiment comment sont mises en place les politiques de la ville, quelles sont les interactions entre la mairie et les divers acteurs du secteur économique, du secteur du tourisme, du secteur enfin, des habitants, etc. Et donc vraiment, ça a été très intéressant, très passionnant et aussi, ça vous pousse à vous organiser et ça vous fait prendre en maturité aussi, je pense. Enfin, c'est vraiment une expérience que j'ai adoré vivre. Et du coup, voilà, pour moi, c'est aussi l'un des gros, gros plus du master. Tout ça, vous êtes bien évidemment accompagné par Monsieur Benchendik pendant certains cours qui sont dédiés à ce projet. Et à la fin, vous allez devoir rendre un rapport qui est comme un mémoire, mais la charge de travail est quand même beaucoup moins lourde parce que vous êtes à plusieurs pour le coup. Et du coup, ça pousse à l'entraide, au travail de groupe, etc. Donc voilà. C'est vrai que la majeure en fait est assez soudée vu qu'on a des promotions qui peuvent accueillir jusqu'à maximum 18 personnes. Ça permet quand même en fait aux élèves d'apprendre à se connaître, de pas être trop et surtout personne n'essaie de se mettre des bâtons dans les roues. On partage énormément de choses, notamment sur un drive, voire même avec les 5A. Et donc du coup, ça nous permet vraiment d'agir en fait tous ensemble sans qu'il y ait de conflit. Et au sein du voyage d'études, même, c'était très important. Enfin, tout s'est fait naturellement. On s'est réparti les différents acteurs. Et d'ailleurs, pour revenir sur ces acteurs, ce qui est bien, c'est que, alors, il y a les territoires, il y a la commune, tout à fait. Et la commune, elle interagit en fait avec plein d'acteurs et à différents échelons. Le département, la région, l'État, l'Union européenne aussi, via les fonds européens. Donc voilà, c'est le voyage d'études, ça permet vraiment concrétiser aussi le master. Et puis même, vous avez en fait le choix du projet. Donc, Monsieur Benchenik va vous insuffler un peu une idée, on va dire. Mais ensuite, c'est à vous de présenter des projets généralement en groupe de 3 ou 4. Et ensuite, il y a un vote. Et donc, du coup, le projet qui reçoit le plus de votes est souvent celui qui est sélectionné.
De toute façon, dites-vous que voilà, Sciences Po Lille donne une enveloppe d'environ 10 000 € aux majors pour voilà, prendre en charge les transports, la nourriture, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir en fait être assez flexible sur la destination que vous allez choisir. Généralement, ça va se faire en France, mais les sujets qui peuvent être abordés sont très larges. Donc voilà, c'est le voyage d'études, c'est vraiment quelque chose qui est un peu la pépite entre guillemets de GPI. Oui, Roman, vas-y. Ok, du coup, bah, merci pour vos réponses déjà. Et j'avais une autre question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup vos projets pro, si vous avez déjà une idée assez spécifique ou au moins vos idées d'apprentissage, enfin d'alternance pour la M2? Ok, bah, du coup, je pense qu'on peut combiner ça avec la question de Mathis tout à l'heure, il me semble, sur les stages. Comme ça, on va peut-être faire un lien avec pourquoi est-ce qu'on choisit notre projet pro et qu'est-ce qui nous a fait changer d'avis ou autre. Philippe, vas-y, je te commence. Alors, moi, de base, mon projet pro, en fait, c'était vraiment bah, travailler au niveau local. Je voulais pas aller travailler sur Paris, par exemple. Ça, c'est vraiment plus tard. Je veux pas être enfermé dans la capitale. De base, je voulais plutôt me diriger, en fait, vers tout ce qui est un peu préfet, sous-préfet, enfin, vraiment travailler au sein d'une préfecture. Euh, Mes stages, ceux que j'ai pu faire, donc j'ai travaillé dans le cabinet du maire de ma ville d'origine, Compiègne. Je suis aussi passé par le service des archives parce que j'avais envie de découvrir en fait comment fonctionnait un service public local. C'était assez intéressant et puis même j'ai vraiment apprécié en fait de voir comment ça pouvait tourner. Et puis j'ai aussi fait un stage du coup avec un député de ma circonscription donc en tant qu'assistant parlementaire. Et du coup, jusqu'à récemment, je m'étais un peu dit, bon, on va faire les concours, donc INET, IRA, INSP, en sachant que quand on veut devenir préfet ou sous-préfet, il faut plutôt passer par l'INSP. GTU ne vous ferme pas les portes de l'INSP d'ailleurs, hein. Vous pouvez concourir en fait à n'importe quel concours de la haute fonction publique. Mais récemment, je me suis rendu compte que ça peut être une voie à prendre, mais peut-être pas la voie principale. Et donc, du coup, j'avais aussi réfléchi à pourquoi pas devenir DGS, par exemple, donc directeur général des services. Alors, en mairie, ça peut être aussi au niveau du département, voire même de la région. Donc, ça aussi, ça permet d'ouvrir plusieurs portes. Et puis, troisième voie, au niveau de l'alternance, justement, le 5A dont je parlais tout à l'heure par rapport à KPMG, l'offre en fait de travailler au sein de ce cabinet de conseil, donc dans le secteur dans lequel il est, c'est tout ce qui est conseil aux collectivités territoriales. Donc du coup, il va pouvoir créer des rapports, rencontrer beaucoup d'acteurs, vraiment se déplacer, et puis tout en étant alternant d'ailleurs toucher un salaire quand même assez conséquent. Ça aussi, ça peut être une option. Après, voilà, il faut jamais se fermer de porte quand on cherche une alternance. Il faut en effet savoir à peu près ce qu'on veut faire plus tard, mais voilà, ça vous permet en fait de, même quand vous allez avoir un recruteur devant vous, ça vous permet d'avoir vraiment un profil assez flexible, tout en ayant quand même une ligne directrice. Moi, voilà, ce que je veux vraiment faire, c'est service à la population au niveau local, essayer d'améliorer un peu le quotidien de mes concitoyens. Bon, ça fait un peu bisounours dit comme ça, mais voilà, c'est un peu entre guillemets le but final. Mais il y a plusieurs manières d'y arriver, et il faut pas se remettre pas pour aller jusqu'à ce but. Je sais pas ce que tu en penses, Méline. Bah, du coup, oui, non, mais je suis d'accord, il faut pas se fermer de porte. Moi, alors, moi, je viens de La Réunion. Donc, du coup, mes premiers stages, ça a été avec des élus de La Réunion. J'ai commencé par faire un stage à l'Assemblée nationale. Ensuite, j'ai fait un stage à la mairie de Paris avec l'adjointe à la santé. Et ensuite, j'ai fait un stage au Sénat en tant que collaboratrice parlementaire aussi pendant 5 mois en même temps que mes études. Surtout au niveau de la troisième année, parce que nous, on n'avait pas fait d'échange en troisième année à SAS. Et comme j'avais moins de cours et que les cours, c'est pas forcément ce que je préfère, moi, je préfère travailler et être sur le terrain. Donc, du coup, j'ai choisi de faire plusieurs stages. Après, du coup, comme je pense que vous l'avez compris par ces expériences, j'ai un profil qui est quand même relativement plutôt politique. Et moi, ce qui m'intéresse, ce serait de travailler avec les élus,
Donc, d'abord, j'aimerais bien faire un stage, enfin en alternance du coup, en tant que collaboratrice auprès d'un élu à la mairie de Lille. Euh, J'aurais bien tenté Paris et c'est complètement possible de faire une alternance à Paris ou dans d'autres villes. Et surtout, le rythme d'alternance le permet parce que vous avez 3 semaines en entreprise ou en collectivité et une semaine de cours. Donc voilà, là, il y a des arrangements avec des étudiants de Lille, du master qui restent à Lille, ou des amis de Sciences Po qui peuvent vous héberger pendant une semaine. Donc voilà, donc Paris, je me ferme pas de porte non plus, mais je pense que je vais aller travailler à Paris plus tard. Donc, du coup, j'aimerais bien aussi regarder ce qui se passe à Lille. Et, euh, et pour moi, Paris, c'est quand même une plus grande ville. Donc, s'attaquer à Lille et avoir une échelle plus réduite et du coup, une plus grande proximité avec les divers acteurs, ça m'intéresserait beaucoup. Et au niveau du projet professionnel, c'est encore un peu en débat. Je sais aussi concernant l'alternance euh, que j'ai pas forcément une très grande envie de m'orienter vers le privé plus tard. Vraiment une très très petite envie. Mais je pense que ce serait aussi peut-être un bon choix de faire une alternance dans le privé. C'est encore en débat, effectivement, parce que je pense que ce serait une bonne occasion d'y aller. Après, on m'a conseillé d'aller vers le chargé des relations publiques, ce qui pourrait être très intéressant aussi, mais je ne sais pas encore ce que je veux vraiment. Donc voilà, on a tout un accompagnement là-dessus. C'est pas grave si votre projet pro il est encore en construction. Mais du coup, voilà, j'envisage peut-être de passer les concours, mais après, comme je vous ai dit, les cours et apprendre, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc, passer les concours, faire une prépa au concours, etc. Je sais pas si j'ai envie de, entre guillemets, m'infliger ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça et qui veulent absolument passer les concours. Moi, si je passe un concours, bah, déjà, je sais pas quel sera le concours que je vais passer. Mais en tout cas, on a quand même le choix de passer l'INSP, l'IRA ou l'INET. Donc c'est encore à voir. Mais pour moi, ce serait plutôt du côté politique et non pas de l'administration. Donc voilà, et je crois que... Est-ce que oui, du coup, alors Hippo, on a une question dans le chat. Est-ce que vous avez également accès à une prépa au concours administratif? Oui, oui, on a également accès au concours administratif. Ben, on a d'ailleurs eu un apéro pro en début d'année, ou oui, c'était en début d'année ou en fin d'année dernière, je sais plus trop. En fait, c'était des gens qui avaient passé les concours et qui venaient expliquer leur parcours. Donc, c'était un apéro pro en collaboration avec la majeure affaires publiques. Et donc, il y avait des représentants des concours de l'INET, des IRA ou de l'INSP. Donc, voilà. Donc, le master vous ouvre vraiment beaucoup de portes et ne vous met aucun frein pour votre futur si jamais vous voulez passer les concours, travailler dans le privé ou travailler dans l'administration ou plutôt au niveau politique. Par rapport à la prépa, en fait, vous avez accès à la prépa grand concours. Alors, tout dépend un peu de la dose de travail que vous pouvez un peu soutenir, on va dire. Parce que vous pouvez très bien en fait intégrer la prépa grand concours de Sciences Po. Après, il faut quand même se dire que vu que ce sont des cours qui se passent en fait tous les samedis matins, il va falloir entre guillemets votre alternance soit plutôt sur l'île que Paris parce que sinon ça va faire quand même assez lourd à porter. Le fait qu'en plus ce soit en présentiel durant je crois que c'est le premier semestre où vous allez en fait intégrer cette prépa. Donc il faut se dire, soit vous êtes vraiment très motivé et vous pensez pouvoir supporter la charge de travail, ou alors ce que vous pouvez aussi faire, c'est terminer votre master et ensuite par exemple faire une année de prépa intensive en dehors de Sciences Po. Mais tout dépend un peu de votre motivation et surtout de la dose de travail que vous pouvez supporter. Aussi, en fait, je crois qu'il y a deux parcours pour la prépa. Donc, il y a soit le samedi,
soit donc pendant la cinquième année de préférence, soit une prépa qui se passe sur un an, je crois, en tout cas à Sciences Po Lille. Après, nous, on l'a pas faite, évidemment, mais il y a d'autres gens qui l'ont faite et le samedi, c'est bien, mais ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de préparation et beaucoup de travail personnel. Alors que une prépa sur un an, ben, je pense que ce sera aussi, vous serez quand même plus accompagné, vous aurez quand même plus d'explications, plus de soutien, ce sera moins dans le vif et vous aurez aussi plus de temps pour vous consacrer uniquement à la prépa et au concours. Parce que, enfin, simplement, vous n'aurez pas votre travail en même temps ou votre travail et les cours en même temps. Et du coup, la prépa est-elle sélective lorsque l'on est membre de GTU? Oui, alors la prépa, elle est sélective, qu'on soit membre de GTU ou pas. Après, je ne sais pas combien de places il y a pour entrer dans la prépa, mais je sais qu'il y a un entretien d'entrée pour la prépa. Donc, je laisse Philippe expliquer aussi. Au sein de la prépa, si je ne me trompe pas, il y a 35 places. Et comme l'a dit Méline, en fait, c'est sélectif pour tout le monde. Le fait que vous faisiez partie de GTU ne change pas grand-chose. Dans le sens où, de toute façon, il faut se dire que gouvernance des territoires urbains, c'est un peu, en fait, les affaires publiques au niveau local. C'est juste que nous, on est plus spécialisés et qu'on va aussi aborder des sujets comme l'urbanisme, l'environnement, la transition écologique, etc., etc. Mais que voilà, le master GTU en fait vous permet quand même d'accéder à la prépa et au concours administratif. Donc voilà, c'est pas quelque chose quand si vous faites partie de GTU, les jurys ou les personnes qui vont sélectionner votre dossier vont pas dire ah non, il ou elle fait partie de GTU, on va pas le prendre. C'est même un plus d'une certaine manière, je dirais. On s'était entretenu justement durant l'apéro pro dont Méline a parlé avec du personnel des IRA, donc les instituts régionaux d'administration, et le fait de faire de l'alternance en cinquième année, quand ensuite vous allez intégrer un IRA après, ils voient ça vraiment comme un positif, un gros plus, parce que vous avez en fait de l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah tiens, je vais multiplier les diplômes, etc., etc., mais qui vont rester quand même dans le théorique, alors que le fait vraiment en cinquième année d'être majoritairement centré sur l'alternance, en fait, ça vous donne un coup de pouce aussi pour comprendre la réalité des choses, parce que vous avez de la pratique. Voilà. Et juste, alors, il me semble que la réunion dure 40 minutes, donc il doit nous rester 4 minutes maintenant. Donc, si vous avez des questions, enfin une dernière question peut-être, ou deux dernières questions, allez-y, et après on conclura. Est-ce que c'est possible de faire une césure entre le M1 et le M2? Vas-y, Philippe. Alors, il faut savoir que Sciences Po Lille et les césures, on va dire qu'ils sont pas forcément pour. Euh, je pense que vous devez avoir un peu des raisons assez fortes, on va dire. Vous pouvez pas juste venir et être en mode j'aimerais faire une césure parce que j'ai envie de entre guillemets me reposer, même si c'est jamais ça, parce que généralement en césure on va quand même aller travailler. Mais de ce que j'ai pu voir, Sciences Po Lille est assez réticent en fait parce que c'est vraiment cette logique de voilà, vous faites votre M1 et tout de suite votre M2, c'est un bloc en fait. Et du coup, ils n'aiment pas forcément la rupture dans ce bloc. Mais vous pouvez faire une demande. Vous pouvez faire une demande. Après, ce sera malheureusement en fait à l'appréciation de l'administration. Donc, c'est un peu qui tout double. Mais rien ne vous empêche de faire la demande et je ne pense pas qu'après on vous en tienne compte de toute façon. C'est vraiment si vous voulez vraiment faire une césure et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous avez un projet à faire durant cette césure, je pense que ça peut tout à fait passer. Et aussi, alors, je pense que c'est le responsable de la majeure qui a le dernier mot, parce que c'est lui qui vous accompagne durant le parcours. Ensuite, pour faire une année de césure entre le M1 et le M2, euh, à part si c'est pour une année de travail, je pense que c'est pas réellement, on va dire, une bonne idée parce qu'en fait, vous enchaînez une année de cours, donc une année de cours avec le mémoire et le grand oral à la fin, parce que vous pouvez pas le passer et finir votre mémoire en cinquième année parce que vous serez en alternance. Donc,
Déjà, prenons ça en compte. Et aussi, vous serez en alternance. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire un an de voyage pendant la césure du M1, M2, il va falloir rapidement reprendre le rythme du travail, reprendre le rythme des cours. Et en fonction de votre alternance, ça peut être plus ou moins chargé. Donc, ça peut être plus ou moins compliqué de reprendre le rythme et aussi de se remettre à niveau sur les cours, sur des choses qu'on a peut-être oubliées entre ces 2 ans. Euh, je pense qu'il vaut mieux faire une année de césure si on fait une année de césure euh, au... alors, je répondrai à la question juste après, j'ai été déconcentrée, pardon. À la fin du M2. Et du coup, concernant la question de Hippo, oui, je me vois faire de la politique au niveau local. C'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, pour faire de la politique et pour être élu, etc., il faut prendre en compte le fait qu'il faut un parti. Enfin, globalement, maintenant, c'est ça l'école, il faut un parti, il faut des idées, un programme, etc. Je suis encore en réflexion sur tout ça parce que je pense que c'est une décision qui ne se prend pas à la légère et c'est aussi pour moi le rôle d'élu. Ça a besoin, enfin, on a besoin d'être quand même expérimenté et de savoir un peu, de connaître les sujets auxquels on s'attaque, de connaître le territoire pour lequel on va mener une campagne. Donc, pour moi, c'est vraiment des choses qui se réfléchissent, qui se prennent pas à la légère. Si je veux être élue, je veux être une élue qui soit utile et une élue qui réfléchisse et qui, voilà, qui œuvre pour l'intérêt général. Alors, Mathis, tu as tout à fait raison. Notre grand oral, en fait, se passe en 4A. Toutes les majeures qui sont en alternance ont leur grand oral en 4A. Parce que c'est pas, en fait, logistiquement, c'est pas vraiment pratique de le faire en 5A. En sachant que le grand oral, en fait, porte maintenant, ils ont fait quelques modifications, uniquement sur tout ce qui a pu être abordé en cours. Voilà, on va pas vous poser des questions pièges par rapport à des choses que vous n'avez peut-être pas vues. Donc voilà, il faut juste se dire, bien ficher ses cours, bien les apprendre, ce qui vous permettra ensuite, quand vous passerez au grand oral, en fait, de pouvoir répondre un peu du tac au tac. De toute façon, les jurys présents, généralement, sont bienveillants, ils vont pas chercher à vous faire tomber. Alors, du coup, par rapport au fait de passer le grand oral en distanciel, alors ça, il faudrait demander encore à Monsieur Benchendik. Euh, de ce que je sais, je sais pas si Méline, tu es au courant, mais pour l'élève qui actuellement justement n'est pas là et qui a un FIFA et qui du coup est en Allemagne, par rapport au grand oral, je pense que tu vas peut-être être dispensé du grand oral. Après, je sais pas, je veux pas me prononcer et dire quelque chose de faux. Méline, je sais pas si... Oui, alors je pense qu'il peut y avoir des aménagements, mais je suis pas sûre. Euh, Bah, en fait, c'est vrai que c'est... Enfin, je dirais pas que tu nous poses d'école, mais en fait, c'est surtout on veut pas te dire de bêtises parce qu'on n'est pas réellement renseigné sur le sujet. Euh, je pense que motive ton dossier auprès de Monsieur Benchendik, explique-lui que voilà que tu es vraiment intéressé par la majeure. Après, enfin, j'ai du mal à voir pourquoi est-ce que tu pourrais pas accéder au master et au master GTU en tout cas, mais accéder à un autre master, hormis le fait qu'il y ait une alternance. Pour moi, voilà. Après, si tu veux, on peut peut-être te donner le contact, s'il l'accepte, de l'étudiant du coup qui a fait la FIFA. Et il pourra aussi te donner ses conseils et un peu t'expliquer comment lui il l'a fait et son parcours. Ses conseils seront peut-être plus utiles que les nôtres, parce que nous, on a quand même un parcours classique, on l'a intégré dès la première année. Après. Comme je te dis, si vraiment tu as des doutes ou des questions, vraiment, Monsieur Benchazik te répondra très rapidement et au moins, lui, ses réponses seront 100% fiables. Voilà. Je
crois qu'on a encore un peu de temps. Donc, je crois que c'était hier le bug sur le Zoom. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, ben, on peut y répondre encore. Voilà. Ou si vous pouvez nous demander de présenter des aspects ou autres. J'ai peut-être une question, mais au final, ça n'a pas tant rapport avec GTU, c'est plus une question pratique sur la candidature au master. Parce que du coup, on doit faire deux choix et donc deux lettres de motivation différentes. Et moi, je ne sais pas trop quoi mettre comme deuxième vœu, en sachant que du coup, GTU, ce serait mon premier vœu. Mais du coup, la question étant, si imaginons mon deuxième vœu, c'est un projet professionnel qui a un peu rien à voir avec le premier, est-ce que c'est un problème? Est-ce que si, du coup, en lisant le premier vœu, si le responsable de major jette un œil au deuxième et qu'il voit qu'il y a un projet pro qui est complètement différent, est-ce que c'est un problème? Enfin, voilà, c'est ma question. Alors, je vais pouvoir y répondre parce que du coup, moi, j'ai suivi la même procédure. Euh, il faut en effet faire attention. Si jamais les deux projets professionnels sont trop différents l'un de l'autre, ils vont peut-être vous en tenir compte. Moi, ça s'était un peu en fait passé comme ça. GTU avait pas été mon premier choix. Et du coup, il m'avait fait un peu le reproche d'avoir un peu changé de projet professionnel du tac au tac. Alors après, moi, personnellement, je trouve que ça se comprend le fait de pas forcément être sûr de ce qu'on veut faire plus tard, etc., de pas être tout à fait sur la même ligne. Mais en effet, fais attention, essaie d'harmoniser un peu les deux projets professionnels en sachant que généralement, les gens vont peut-être plutôt avoir tendance à prendre deux majors qui se ressemblent un peu, entre guillemets. Par exemple, AP et GTU se ressemblent plus qu'elles ne sont différentes. C'est juste que AP est un peu plus général et peut-être un peu plus sur les niveaux nationaux, alors que GTU est un peu plus spécialisé et sur le niveau local. Mais alors, quel était mon premier choix? Alors, mon premier choix, en fait, de base, c'était SIG. Et donc, du coup, le problème, c'est que j'avais eu en fait vraiment deux projets professionnels différents. Sigre, j'avais plutôt mis en avant le fait de travailler dans la défense, etc., etc., parce que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne. GTU, par contre, là, j'avais plutôt mis en avant justement cette espèce de projet professionnel de travailler, vraiment d'être sous-préfet d'arrondissement parce qu'il faut pas hésiter un peu à se mettre vraiment une ligne d'horizon, etc. Enfin, il faut les convaincre en gros. Mais du coup, voilà, c'était ça un peu le problème, c'est qu'en fait, j'avais deux projets professionnels qui étaient quand même assez distincts. Un qui allait plutôt carrément vers de la défense au niveau international et un autre qui se concentrait vraiment sur le local et sur une partie assez différente en fait de l'administration. Et donc, du coup, voilà, il faut faire attention parce que dans les motifs de refus, entre guillemets, que vous allez pouvoir avoir, moi, par exemple, j'avais eu projet professionnel en incohérence avec le reste, en fait, de ce qui a pu être dit. Donc, en fait, si vous avez un refus, généralement, c'est pas par rapport à vos notes, pas du tout. C'est parce qu'ils ont détecté qu'il y a eu, en fait, il y a un espèce de double côté à vos projets pro et eux, ils veulent vraiment un projet professionnel qui peut peut-être être un peu élargi, mais faites attention, il faut pas trop l'élargir. Il faut essayer de les convaincre tant bien que mal. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, on va encore avoir un peu de temps. Bon, normalement, peut-être jusqu'à midi, on espère. Alors, je suis pas sûre que tu dois en faire des caisses. Après, c'est vraiment bien de les mettre en avant. Je sais pas quelles sont la nature de tes engagements, mais si tu es engagé, par exemple, je sais pas, dans une association, c'est très bien de le mettre en avant. Si jamais tu as, par exemple, moi je sais que j'avais été agent de bureau de vote. Je l'avais aussi mise en avant parce que c'est vraiment en lien avec le master. Donc, c'est bien de mettre en avant des choses qui sont en lien avec le master et c'est aussi bien de mettre en avant, je pense surtout les expériences associatives ou les expériences sportives parce que, en fait,
ça montre que vous avez des soft skills. On appelle ça, c'est-à-dire par exemple si vous, je sais pas, si vous êtes coach dans une équipe de football pour enfants, bah, ça montre que vous avez quand même une maturité, un sens de l'organisation, que vous savez travailler en équipe, que vous savez mener une équipe. Donc en fait, c'est des choses qui vont aussi être très révélatrices de votre personnalité et de votre profil, et donc ça peut donner envie d'en savoir plus sur vous et de vous rencontrer. Bah, c'est exactement ce qu'on a vu en fait hier en atelier de CV. Donc en fait, il faut mettre des choses que vous pensez importantes en lien avec le master ou des choses qui peuvent montrer votre personnalité. Par exemple, je sais que moi, j'avais été responsable à plusieurs échelles dans des associations quand j'étais à l'université. Et ça, je l'avais mis en avant parce que je trouvais que ça démontrait que j'étais déterminée, que j'étais volontaire, que c'était une association qui... j'étais responsable du pôle humanitaire et ensuite trésorière. Donc pour moi, le pôle humanitaire, ça montre que vous êtes altruiste. Enfin, en fait, c'est des choses qui... c'est ça qui va en dire beaucoup sur vous. Et je pense que c'est bien de les mettre en avant quand même. Et après, si vous avez des expériences professionnelles, c'est peut-être mieux de les mettre en avant, celles-là. Mais c'est aussi très bien de mettre en avant des engagements. Oui, après, ça se voit dans les deux, mais je sais, enfin, en fait, je sais pas exactement quelle est la forme qui vous est demandée, parce que du coup, moi, j'ai passé en entrée directe, mais je sais que, enfin, moi, je l'avais quand même mis dans ma lettre de motivation. En gros, dans le CV, c'est vraiment un peu votre carte d'identité, on va dire. Pour Sciences Po. Et puis la lettre de motivation, c'est là où vous allez vraiment développer un peu. Je sais que moi, donc en 3A, on pouvait faire jusqu'à 2 pages. Donc vous avez quand même la place de développer. Après, vos expériences, mettez-les en avant aussi si elles ont, en tout cas dans la lettre de motivation, mettez-les en avant si elles ont une cohérence un peu dans votre projet professionnel et aussi dans la manière dont vous allez continuer vos études. Si vous vous dirigez vers GTU, par exemple, vous pouvez peut-être mettre en avant que vous avez soit eu un stage ou alors une expérience dans une association au niveau local ou alors dans une collectivité territoriale ou autre chose. Enfin, en gros, il faut toujours un peu tourner la chose d'une manière à vraiment rendre le tout, on va dire, cohérent. Pas que vous n'avez pas le droit de faire des choses différentes, mais il faut un peu, entre guillemets, savoir se vendre. Donc voilà, il faut juste un peu faire attention à ça. Mm. Bah, je sais pas, moi j'y vois pas de problème. Après, je sais pas s'il peut y avoir un conflit d'intérêt ou pas, mais je pense que ça peut vous aider. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait à votre place, donc je sais pas, peut-être que Philippe, il a un avis divergent. Non, enfin, je pense pas que ça pose de problème, entre guillemets, pour relire vos lettres de motivation. Puis après, bon, si vous voulez, si ça pose conflit d'intérêt, on peut toujours vous passer le contact de nos collègues et amis en GTU, etc. Donc voilà, enfin, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Instagram ou sur LinkedIn. On pourra d'ailleurs répondre à davantage de questions supplémentaires. Enfin voilà, et puis même, du coup, si vous voulez nous envoyer vos lettres de motivation, vous pouvez le faire. Je pense pas que ça pose de problème. Alors, bonne question. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Entre guillemets, ma lettre, enfin, les lettres de motivation que j'avais faites, je les ai vraiment faites, en fait, juste comme ça, sans modèle, entre guillemets, sous les yeux.
Par contre, ce que j'avais fait, c'est vraiment, je l'avais fait relire par plusieurs personnes qui, elles, étaient déjà en master, voilà, en première année de master. Euh, et donc, du coup, bon, ça, c'était en effet un plus. Mais non, quand j'ai rédigé ma lettre, j'ai préféré en fait ne pas regarder de modèle parce que j'avais trop peur que on me tienne compte justement d'avoir fait quelque chose d'un peu trop générique. Bon, après, bien évidemment, il y a toujours une structure, hein. Vous vous présentez, vous parlez un peu de votre projet professionnel, ce qui vous a amené à ce projet professionnel et en quoi, en fait, la majeure vers laquelle vous tournez est faite pour ça. Mais j'avais préféré ne pas regarder de modèle. Voilà. Mais du coup, Philippe, est-ce que tu avais fait relire ta lettre par des gens du master GTU, par les ambassadeurs, ou juste par des gens du master peut-être, ou par d'autres gens qui n'étaient pas en master GTU? Non, je l'avais fait relire par des amis, en fait, qui étaient en master. Alors, pas GTU, ni forcément SIG. Juste peut-être une personne pour Cire que je connaissais. Mais non, j'avais pas en fait fait relire parce que les lettres de motivation, voilà, même si elles doivent être un peu spécialisées, vous devez montrer en quoi le master, enfin la majeure est faite pour ça. C'est surtout, il faut faire attention à bien savoir enchaîner les arguments, etc., etc. Pas trop se perdre dans des détails un peu, pas insignifiants, mais qui en gros vous trahiraient un peu, on va dire. Donc c'était vraiment plutôt le côté pratique et un peu moins le côté spécialisé où vraiment je vais aller demander à des gens de jeter de relire ça. Après, ça peut être un... Si vous voulez demander soit à Méline, soit à moi, ou alors à d'autres personnes de GTU de relire vos lettres, ça pose pas de problème. Bah, très bonne question, parce que Méline et moi, on a pris la même transverse. Il y a beaucoup de choix hein, dans les transverses, mais on a pris donc, Espace Asie Moyen-Orient avec Monsieur Delfoli et Monsieur Perra. Donc, au premier semestre, on va vraiment se concentrer en fait sur les échanges un peu économiques, mais aussi sur l'expansion de l'islam, etc., et tout ce qui en fait venait un peu avec. Et au second semestre, par rapport à la transverse espace Asie-Moyen-Orient, elle se scinde en deux. Vous avez des cours plutôt centrés sur vraiment le côté économique de la chose entre les différents pays du Moyen-Orient et de l'Asie. Et vous avez aussi un cours, donc le second, celui que Méline et moi nous suivons, qui lui, voilà, c'est études islamiques sur la manière en fait dont vraiment la culture islamique s'est un peu étendue en fait à travers le territoire et quels échanges il y a eu entre l'Asie et le Moyen-Orient sur ce sujet. Et en cinquième année, non, en fait, quand on est à GTU, et d'ailleurs dans les autres masters aussi en alternance, il n'y a plus de transverse. On n'est plus, on ne suit plus les cours parce que il n'y a pas forcément le temps. Voilà, c'est vraiment uniquement pour ça. Vous allez d'abord en fait avoir quand même pas mal de travail durant la semaine de cours. Vous allez souvent faire pas tous les jours non plus, mais du 8h-17h avec bien évidemment des pauses entre deux, hein. Généralement, c'est 1 heure de pause entre quelques cours. Mais ça va être un peu plus chargé parce que bah, de toute façon, vous avez l'alternance, donc il faut bien caser les cours quelque part. Et du coup, la transverse saute. Mais c'est toujours intéressant, en fait, d'avoir les cours au premier et au second semestre de la quatrième année. Voilà. Et pour les autres transverses, alors, si je ne m'abuse, vous avez État et dialogue social, enfin, c'est tout ce qui va un peu se centrer là-dessus, mais bon. Cette transversale est un peu déconseillée pour les élèves AP, GTU parce que en fait, on aborde déjà ces sujets en cours. Vous avez aussi la transverse environnement. Là, vous allez vraiment vous centrer sur tout ce qui va être politique énergétique, etc., la place de l'écologie dans une société. Vous avez la transverse travail, je crois peut-être, qui, elle, se centre vraiment sur un peu le droit du travail, etc., etc., les conditions des travailleurs. Et puis, alors j'espère que je ne manque pas d'autres, vous avez aussi genre. Donc là, ça se centre plutôt sur les identités de genre, orientation, etc., la place du genre dans la société. Et j'espère que j'en ai pas manqué une. Il y a Europe que tu as oublié. Bah, là, pareil, enfin, vous verrez un peu tout ce qui est institution européenne, etc. Pour ce qui est de l'État et administration, moi, c'est ce que je voulais prendre au départ. Mais après, en fait, en tant que AP et GTU, comme
on voit un peu déjà cette matière en cours, c'est fortement déconseillé, voire un peu interdit. Enfin, en fait, on nous avait dit que ça allait faire très redondant quand même avec ce qu'on voyait déjà en cours. Et donc, c'était bien de s'ouvrir à d'autres horizons. C'est pour ça qu'on a pris les transverses et Asie-Moyen-Orient. Et aussi, il y a comment ça s'appelle? Ah oui, si, les cours de langue. Par exemple, moi, j'ai pris arabe en LV3. Je pense qu'on peut plus suivre arabe en troisième année parce que pardon, cinquième année parce qu'on est trop, enfin on n'est pas assez en cours quoi. Et je suis pas sûre qu'on garde espagnol, peut-être anglais, mais enfin il faudra revoir la maquette. Alors, il nous reste 1 minute on va essayer de faire très très court. Vous avez beaucoup de séminaires avec des professionnels. Alors, on a des personnes extérieures qui vont venir à Sciences Po Lille et qui vont avoir du coup une expertise en fait de par leur métier et en tout cas leur extériorité à Sciences Po Lille. Mais du coup, voilà, on va quand même avoir pas mal de gens qui sont assez spécialistes de leur sujet. Donc ça, c'est bien. Je ne sais pas exactement si ça se termine à midi pile, mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou LinkedIn, à nous envoyer des messages, n'hésitez pas, voilà. Et c'était un vrai plaisir de vous présenter la majeure. Voilà, bah, Voilà. merci beaucoup. Et comme Philippe l'a dit, vraiment n'hésitez pas, que ce soit pour les lettres de motivation ou autre, pour des questions sur le master. On sera là pour vous répondre. Et voilà, vous pouvez nous envoyer des messages sur LinkedIn ou on prévoira un appel, enfin comme vous voulez. Voilà. Voilà. Passez une très bonne journée.